il faut être congruent dans la vie entre les valeurs et puis la façon justement dont on va les appliquer. Et c'est le cas en fait en entreprise. Donc pour moi en fait, l'entreprise, elle a un rôle qui est très important dans la société. C'est-à-dire qu'on peut complètement concilier profitabilité avec le respect d'un certain nombre de valeurs, que ce soit des valeurs humaines ou environnementales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonie Inside, la culture en action. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi-Harmoniste qui accompagne les entreprises pour grandir en harmonie, c'est-à-dire mettre leur culture en action. Ce podcast a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui vivent vraiment au quotidien leurs convictions. Ce sont des entreprises qui rayonnent en interne comme en externe. Et ces pépites, nous, on a la chance de les côtoyer et on voudrait donc vous les présenter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Camille Wever, la dynamique cofondatrice et CEO de Wever. Bonjour Camille. Bonjour Hélène. Et j'ai la joie d'être dans leur magnifique showroom Art Nouveau, qui représente très bien cette marque de joaillerie qui a plusieurs siècles. Une marque que Camille fait revivre pour diffuser un nouveau modèle de joaillerie engagée qui respecte l'homme et la nature. On va y revenir. Une très belle histoire familiale et entrepreneuriale, avec au-delà de cette mission inspirante, une culture et un héritage riche dont Camille va nous parler. Merci d'être avec nous, Camille. Alors, pour commencer, Camille, peut-être si tu devais te présenter, moi j'aime bien commencer par des métaphores. Si tu étais un matériau utilisé en joaillerie, qu'est-ce que tu serais et pourquoi ? Amusant comme question. Écoute, je pense que je serais de l'or recyclé. Pourquoi ? Parce que, comme tu dois le savoir, l'or peut être fondu de façon indéfinie, en fait, infinie plutôt. Et donc l'or, ça peut se transformer en lingots, ça peut se transformer en composant dans un matériel électronique, ça peut se transformer également en composant dentaire, ça se transforme bien évidemment en bijoux, en bracelets, en colliers, voilà. Et je pense que ça correspond à ma personnalité parce que moi j'ai un peu eu 10 vies, on va dire, même si j'ai 44 ans, pardon, et que je suis encore relativement jeune. Mais c'est vrai que, tu vois, là, j'ai relancé la maison de joaillerie familiale. Donc, c'est une superbe aventure entrepreneuriale dans un secteur qui m'était jusqu'alors, entre guillemets, inconnu. Avant, j'ai dirigé une société dans le domaine de la recherche clinique qui était également un secteur que je ne connaissais pas. Auparavant, j'ai dirigé des fusions-acquisitions dans différents groupes. J'ai travaillé également dans le conseil. J'ai travaillé dans différents pays. Donc, les personnes qui me connaissent et qui me côtoient souvent me qualifient un peu de balle rebondissante. Voilà, j'adore en fait entreprendre des projets différents. Et donc, pour ça que je me dis que l'or recyclé, finalement, c'est une jolie allégorie. Super, merci beaucoup, d'autant plus que l'or recyclé, effectivement, tu vas pouvoir nous en parler. Alors, parmi tes multiples rebonds, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as décidé peut-être de saisir la balle familiale et de te lancer dans cette aventure, de faire renaître une marque familiale ? Alors, ça fait depuis très longtemps que j'ai cette petite voix au fond de moi. On va dire que ça fait depuis exactement l'âge de 16 ans lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou Wever et lorsque j'ai ouvert l'écrin où j'ai vu apparaître mon nom écrit dessus, Wever, 19 rue de la Paix. C'est vrai que c'est forcément beaucoup d'émotions. Et à cette époque, je m'étais dit qu'il fallait de nouveau rendre cette joaillerie vivante. Donc finalement, cette petite idée-là, cette petite voix, on va dire, elle m'a toujours accompagnée. Et puis, à certains moments, je l'entendais plus que à d'autres. Et on va dire que j'ai vraiment eu le déclic il y a 3 ans et demi,
lorsque j'ai occupé le poste de directrice générale d'une société dans la recherche clinique. C'était un secteur que je ne connaissais pas du tout, une société qui, à l'époque, connaissait des difficultés opérationnelles, donc c'était extrêmement challenging, aussi bien au niveau des opérations qu'au niveau management, également qu'au niveau commercial. Et je suis parvenue en fait à redresser pour partie, hein, voilà, la société avec les équipes auprès de qui je m'étais entourée. Et on va dire que j'ai eu là un déclic parce que je me suis dit, mais en fait, Camille, si t'es capable de diriger de cette société, de répondre à un certain nombre de problèmes, de problématiques, eh bien, tu peux relancer la maison de joaillerie familiale. C'est un petit peu le fameux syndrome de l'imposteur que beaucoup de femmes connaissent. Et on va dire que grâce à cette expérience, eh bien, ce syndrome, finalement, s'est un petit peu évaporé et j'ai eu le déclic et le courage de me lancer dans cette belle aventure. Ouais, tu as pu sentir que tu étais capable. Exactement. Et tu t'es lancée avec ton frère. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment l'aventure s'est déroulée, du coup, depuis que tu t'es dit: «Allez, c'est parti, j'y vais». Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour relancer cette aventure, redonner vie à une entreprise après, presque 40 ans de sommeil? Ouais. Comment ça se passe? Alors la première chose qu'il a fallu faire, c'était récupérer la propriété intellectuelle de la marque. Et c'est vrai que ça, c'était une première grosse bataille, puisque à l'époque, un fonds spécialisé dans le réveil de marques de luxe dormantes avait déposé le nom Vever partout dans le monde. Donc en fait, je ne pouvais plus utiliser mon propre nom. Raison pour laquelle j'ai lancé la société au début sous le nom Camille Vever. Donc il a fallu que je me batte, entre guillemets, avec un avocat pour pouvoir récupérer mon nom, chose que j'ai faite. On a trouvé un accord avec le fonds et je m'entends très bien d'ailleurs maintenant avec le fonds. Mais ça a été quand même la première chose voilà à faire parce que si t'as pas le nom, ben tu peux pas faire grand chose. Et ensuite, la clé, c'est bien évidemment s'entourer d'experts, de personnes qui vont avoir des compétences complémentaires aux tiennes. Donc, tu fais bien évidemment ton analyse de marché, tu fais ton business plan, et puis ensuite, la première chose à faire, là, la barrière à l'entrée était le fait que eh bien, je ne connaissais pas le secteur de la joaillerie, donc je suis allée dans une école de joaillerie qui avait un incubateur justement qui aidait les personnes qui souhaitaient développer leur activité en joaillerie. Et ça m'a permis en fait de m'ouvrir plein de portes, de rencontrer des ateliers avec qui je travaille toujours aujourd'hui, des personnes qui m'accompagnent, typiquement voilà la directrice créative Sandrine Delage de Vever, voilà, qui m'accompagne aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été vraiment la clé, c'était vraiment ces différentes étapes. Et alors, puisque tu as remonté effectivement une histoire qui s'inscrit dans plusieurs siècles, comment est-ce que tu pourrais nous décrire la culture historique de Vever et comment est-ce que ben justement vous l'êtes approprié, toi en particulier, pour la relancer et comment ça a permis d'embarquer parce que du coup tu dis effectivement ça a été des rencontres et comment ces gens-là ont eu envie de rejoindre l'aventure. Quelle aventure finalement tu as pu leur proposer au travers de cette histoire, de cette culture et puis de ce que toi aussi tu as eu envie d'y ajouter? Alors les valeurs en fait historiques de Vever sont l'audace, l'innovation, le savoir-faire et la valorisation des savoir-faire. Et enfin, je dirais la collaboration. Pour moi, ce sont vraiment les trois piliers qui ont fait que Vever a vraiment connu un succès foudroyant fin 19e et puis également début 20e siècle avec 5 grands prix aux expositions universelles, ce qui est tout à fait
exceptionnelle. Pourquoi l'audace et l'innovation? Parce que Weber a été ce qu'on appelle le champion de l'art nouveau. C'est Weber qui est à l'initiative de l'introduction justement de l'art nouveau dans la joaillerie, aux côtés de René Lalique également. Et en fait, il a inventé un nouveau type de bijou, un bijou moderne, ce qu'on appelle un bijou d'art, où on va considérer finalement le bijou non pas au regard de la valeur vénale des matériaux qui le composent, mais plutôt sur un esthétisme, sur un univers créatif et sur l'audace des matériaux qui vont être utilisés. Donc, pour la première fois en joaillerie, on va utiliser des matériaux qu'on considère entre guillemets pas nobles, comme le verre, comme l'émail, comme la corne, comme l'ivoire, comme des pierres dures. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment le premier pilier de Weber, c'est l'audace et c'est l'innovation. Et à l'époque d'ailleurs, certaines critiques qualifiaient ces bijoux de barbares. Le deuxième pilier pour moi, c'est la valorisation du savoir-faire. C'est-à-dire que Weber a vraiment mis à l'honneur des techniques sublimes telles que l'émail plique à jour dans ses bijoux. Weber était très réputé aussi pour vraiment la beauté et puis l'équilibre, la justesse justement des proportions, des volumes de ses bijoux. Donc il magnifiait totalement un bijou grâce à son expertise joaillère. Et puis le troisième pilier, c'est la collaboration, c'est-à-dire que donc, Henri Weber, qui est la personne, on va dire, la plus connue de la maison, était joaillier, diplômé des Beaux-Arts, il était également peintre, donc c'était le directeur créatif de la maison, mais il s'est toujours entouré des meilleurs. Voilà, il a inventé, on va dire, la collaboration avant l'heure. Donc, il a travaillé avec Eugène Grasset, qui est un grand illustrateur et qui a dessiné beaucoup de bijoux Weber. Il a travaillé avec René Lalique. Il a travaillé avec Étienne Tourette, qui était également un grand émailleur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les trois piliers. Et le Weber d'aujourd'hui, quel est le lien avec justement le Weber, on va dire fin 19e, début 20e siècle? Eh bien, on garde ces trois valeurs dont je t'ai parlé qui sont pour moi très importantes. Donc l'innovation, l'audace, le savoir-faire. Tout est fabriqué en France. On remet aussi au goût du jour l'émail plique à jour avec la meilleure ouvrière de France en émail. La collaboration, puisque forcément, je travaille avec des experts, avec les meilleurs. Et on a rajouté également l'engagement et la transparence à ces trois valeurs. C'était très important pour Damien et moi, quand on a relancé la maison de joaillerie, que ce soit une joaillerie qui corresponde à nos valeurs et nos convictions. C'était quelque chose qui était indispensable. Mmh. Lorsqu'on vend un bijou, voilà, de s'assurer que tous les matériaux qu'il compose, eh bien, on sait d'où ça vient, on sait comment est-ce que ça a été produit, que le travail des humains derrière, entre guillemets, est respecté. Et on voulait aussi que tous les bijoux soient fabriqués en France. C'était très important pour nous de valoriser le savoir-faire français. Comme on voulait aussi qu'il y ait une vraie transparence et une lisibilité vis-à-vis de nos clients, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu perdu en fait avec toutes les promesses autour de l'environnement que peuvent faire les marques. On a cherché un label ou un statut et on a découvert le statut d'entreprise à mission qui correspondait en tout point à ce qu'on voulait mettre en place, puisque nous, notre mission, c'est de proposer une joaillerie respectueuse de l'homme et de la nature. Et cette mission, en fait, elle est implantée sur toute la chaîne de valeur de Weber. On est audité, on a des objectifs, on a un objectif environnemental, donc on n'utilise pas de pierres extraites de mine, on n'utilise que des diamants fabriqués en laboratoire par le génie humain auprès de producteurs qui ont une empreinte carbone qui est réduite. On n'utilise que de l'or recyclé. On a des indicateurs justement minimum sur les matériaux éco-responsables qu'on doit utiliser aussi bien dans notre papeterie,
dans nos packaging, tous nos écrins sont éco-responsables ou dans nos bijoux. Notre deuxième objectif est autour de la territorialité. Tout est fabriqué en France. Ça, c'est aussi quelque chose qui était très important pour nous. Donc là aussi, on a des indicateurs financiers et clés. Et le troisième objectif, c'est autour de la femme. C'est-à-dire promouvoir justement l'émancipation de la femme et notamment l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire comme ça, mais pourquoi cet objectif-là? Quel est vraiment le lien avec les deux autres objectifs? Et là, l'idée, c'était d'être cohérent en fait avec l'univers créatif de Vever, puisque l'univers de créatif de Vever, c'est autour de la nature et puis également de la femme, la métamorphose de la femme. On a une collection qui s'appelle Créatures fantastiques. Eh bien, l'idée, c'était d'être cohérent finalement et que notre univers créatif, nos créations, soient cohérentes également avec les engagements que la société peut avoir. C'est effectivement une belle image de se dire on retrouve dans vos bijoux cette culture et ces convictions que vous avez autour de la nature et de la femme. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu, parce que moi j'ai la chance de les avoir vus, de quelques-uns de ces bijoux et de un peu ce qu'ils évoquent, en particulier la notion de déesse, de nymphe. Comment est-ce que vous avez justement retrouvé une partie de l'univers autour de la femme de joaillerie de Art Nouveau, en y mettant justement cette touche plus moderne de la métamorphose finalement de la femme actuelle? Avec grand plaisir, Hélène. Donc chez Vever, tu es vraiment dans un monde totalement fantastique et naturaliste. Et cet univers-là, il existait déjà chez Vever durant justement la période Art Nouveau, où les thématiques de prédilection étaient la nature et la métamorphose de la femme. Donc l'idée, c'était de repartir de ces thématiques, mais de les retranscrire en fait au XXIe siècle. Donc chez Vever, tu as des créatures fantastiques. Dans le monde de Vever, tu as une grande impératrice qui règne dans ce monde et autour d'elle, eh bien, il y a des nymphes qui ont chacune des pouvoirs. Donc, il y en a une qui a le pouvoir de créer de la pluie, l'autre qui a le pouvoir de créer du feu. Puis, il y en a encore une autre petite dernière qui a pas particulièrement de pouvoir, mais voilà, qui a également beaucoup de présence. Alors, c'est aussi quelque part une métaphore finalement de la femme d'aujourd'hui, puisque toutes ces femmes-là, en fait, elles sont assez puissantes, elles sont majestueuses, notamment la grande impératrice a des ailes qu'elle déploie en émail plique à jour. Elle a une jupe magnifique en perles d'Akoya qui souligne justement son indépendance, son autonomie. Donc ça représente vraiment, on va dire, la femme d'aujourd'hui. Donc ça, c'est notre collection Créatures fantastiques. Et ensuite, on a deux autres collections qui sont la collection Ginkgo et puis la collection Elixir. Et là aussi, c'est toujours autour de la nature. La collection Ginkgo, l'idée, c'était de repartir en fait de la feuille du Ginkgo biloba, qui est un arbre japonais que mon aïeul a beaucoup utilisé en fait dans les bijoux Vever. Pourquoi? Parce que Henri Vever était un fervent japonisant. Et ce qu'on trouvait très joli en fait en utilisant la feuille du ginkgo, c'est qu'elle est également le symbole d'éternité. Donc en utilisant à nouveau en fait la feuille de ginkgo dans nos créations, bien l'idée c'était finalement de mettre en avant ce symbole d'éternité dans le cadre du renouveau de la maison Vever. On trouvait que c'était assez fort en fait comme symbolique. Et alors ces feuilles de ginkgo, comme on est dans un monde imaginaire, on les a rassemblées. On a rassemblé 3 feuilles pour en créer justement cette fleur imaginaire qui est très belle. La collection Ginkgo a énormément de succès. Il y a une vraie signature stylistique derrière. Et ce qui est très joli, c'est le travail de l'or en fait, parce qu'on est sur un or qui est satiné et qui est texturé à la main par nos artisans joailliers. Nos artisans ont été formés. Il y a vraiment une technique Vever pour pouvoir justement reproduire de façon très subtile les nervures des feuilles du Ginkgo biloba. Ça, c'est la collection Ginkgo. Et puis, on a la dernière collection qui est la collection Elixir,
où là, on est toujours autour, voilà, de la liane, en fait. C'est la liane qui va s'enrouler autour du doigt, s'enrouler autour de l'oreille, s'enrouler autour du poignet. Euh, on a vraiment cette notion, c'est ça, assez sinuosidale finalement de cette liane qui finalement voilà, qui peut être d'ailleurs indéfinie. Et toute cette collection est autour justement de cette thématique avec un certivet vert spécifique qui reprend justement cette idée un peu comme le corolle d'une fleur, et puis les bagues qui sont toutes ouvertes, qui reprend justement ce côté un petit peu liane qu'on peut retrouver dans la nature. L'ouverture, l'agilité, la flexibilité, les Exactement. trajectoires non linéaires, c'est effectivement de très belles métaphores du monde d'aujourd'hui. Et alors justement, par rapport à cette notion de nature, donc d'abord, j'encourage tout le monde à passer dans ce showroom pour voir ces bijoux qui sont effectivement absolument magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup sur les visages des femmes, c'est que c'est pas des femmes entre guillemets un peu angéliques, sucrées. Enfin, ce côté vraiment trop poétique, petite fée, c'est au contraire, on sent des femmes de puissance avec presque pour l'impératrice, on dirait presque un masque africain. Enfin, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de puissance. J'aime beaucoup ce côté, justement, pouvoir avoir à la fois cette notion poétique, onirique, naturelle, et en même temps beaucoup de puissance. Je ferme la parenthèse femme. Du coup, cette notion d'engagement, donc tu disais c'était des convictions fortes que vous aviez. D'où est-ce qu'elles vous viennent, voilà, et pourquoi avoir voulu c'est un engagement quand même très fort, hein, tu parlais de ne pas utiliser de pierres extraites de mine. Vous devez être un des très rares joailliers à faire ça. Voilà, d'où ça vous vient et d'où ça te vient en particulier cet engagement, ces convictions? J'ai toujours été quelqu'un voilà, de très engagé. Euh, voilà, j'ai participé à différentes associations. J'ai fait des maraudes. J'ai voilà, soutenu un certain nombre de personnes qui étaient en difficulté. Enfin, pour moi, c'est très important en fait que finalement les valeurs que vous avez soient incarnées en fait dans vos gestes quotidiens, et donc forcément également dans votre vie professionnelle. J'ai la chance de pouvoir relancer la maison de joaillerie, donc j'ai la chance de pouvoir aussi faire entendre ma voix, mes convictions, mes valeurs. Et pour moi, c'était vraiment très important voilà, que mes valeurs soient au centre, finalement, que mon engagement soit au centre de Vever. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très important. Donc c'est vrai que voilà les diamants de mine, j'ai absolument rien contre les diamants de mine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une vraie opacité sur les diamants de mine. Dans quelle mine est-ce que ça a été extrait? Dans quelles conditions? Quelle est la filière en fait du diamant de mine? Voilà, il y a un certain nombre d'organisations qui ont été mises en place, voilà, ce qui est bien. Bon, il y a eu le process de Kimberley, etc. Mais il y a beaucoup de limites encore à toutes ces initiatives qui ont été mises en place. Et quand j'ai découvert finalement le diamant de laboratoire, j'ai trouvé que c'était une alternative qui était exceptionnelle. C'est-à-dire qu'un diamant de laboratoire, eh bien, c'est un diamant, c'est exactement la même chose, c'est de la cristallisation de carbone. C'est très difficile à faire, hein. Il y a très peu de producteurs qui arrivent à le faire aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on peut le produire en plus avec de l'énergie verte. Donc, je trouvais ça magnifique. Moi, j'ai qu'un seul producteur, en fait. Donc, c'est très simple pour moi. Voilà. Ce sont des producteurs qui ont des labels en plus, SCS 007, voilà, sur la traçabilité, sur les conditions de travail. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais bien évidemment, je dois travailler avec ces matériaux-là. Voilà, l'or recyclé, c'est pareil, quoi. Je veux dire, les conditions quand même d'extraction aurifère sont quand même des conditions qui sont très difficiles. Bon, avec un certain nombre de problématiques liées au fait que forcément c'est de la monnaie, hein, donc voilà. Bon, aujourd'hui il y a plus d'or au-dessus qu'en dessous. 80% des réserves
ont déjà été extraites, autant utiliser l'or qui est au-dessus. Voilà, c'est très simple. Et enfin, la valorisation du savoir-faire français, bah, c'était hyper important pour moi aussi, hein. Je veux dire, ça fait partie, c'est un devoir, quoi. Weber, c'est une maison qui est française, qui a gagné 5 grands prix aux expositions universelles. Il était évident de faire travailler nos artisans français. Je trouve ça tellement dommage, moi, de voir qu'aujourd'hui, il y a très peu, mais vraiment très peu de maisons de joaillerie qui fabriquent en France pour forcément des raisons économiques. Donc voilà, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'était mon devoir également de valoriser le travail artisanal français. Et après, au niveau des femmes, ben voilà, moi, je suis une femme, donc forcément, voilà, on va dire que ça me parle. J'ai été business entre guillemets woman, j'étais directrice générale, j'ai travaillé dans des milieux extrêmement masculins. En fusion-acquisition, j'ai envie de dire, je me souviens de conférences, je pense qu'il devait y avoir, ou de dîners, je pense qu'il devait y avoir 100 personnes. Ben, il y avait 4 nanas, il y avait moi et puis les 3 serveuses. Voilà. C'est hallucinant, quoi. C'est fou de se dire ça, quoi. Ouais. Donc c'est vrai, je trouve que voilà, il faut aider l'entrepreneuriat féminin et voilà. Et aujourd'hui, ben j'ai la chance d'être entrepreneur, voilà, et de pouvoir, ben, voilà, à ma petite échelle, essayer d'aider, de faire du mentorat, de participer à des conférences. Euh, voilà. Pour moi, c'était hyper important en tout cas que voilà, tout ce que je viens de te dire soit quand même au cœur également de Weber, en plus que de proposer des bijoux qui, bien évidemment, sont magnifiques. Voilà. Ouais, je confirme. Et du coup, comment est-ce que quand vous avez lancé cette aventure, comment ça a été reçu justement dans le milieu de la joaillerie? Parce que, bah, il y a une bonne dose d'audace dans ce que vous faites, des engagements très forts. Ça remet peut-être en question des choses dans le domaine. Enfin, comment ça a été perçu? Alors, par les clients, très bien. Les clients très touchés en fait par l'histoire de Weber qui se réveille, par la 7e génération, le fait que il y ait cette audace aussi, c'est-à-dire que les personnes se projettent, se disent tiens en fait je peux changer de vie ou d'orientation professionnelle même à 40 ans. Donc en fait ça a été toute l'histoire qui a derrière la relance, ça a été très bien perçu. Et les choix donc qui ont été faits, notamment sur le fait d'être entreprise à mission, le recyclé, le diamant français, le diamant de laboratoire, pardon, la fabrication française. Eh bien, tout ça, voilà, ça les touchait aussi beaucoup parce que, bah, pour eux, bah voilà, c'est une joaillerie de conviction. Donc, quand ils achètent un bijou Weber, bah, ils trouvent que le bijou est magnifique. C'est pour ça qu'ils l'achètent, hein. C'est quand même une condition qui est indispensable, hein, qui est nécessaire. Et puis ensuite, quand on raconte l'histoire qu'il y a derrière cette relance de maison, le fait que ce soit une maison de conviction et tout ce qu'on a mis en œuvre, justement, qui correspond à nos engagements, les personnes sont hyper touchées, sont encore plus contentes d'acheter ce bijou parce qu'il y a une histoire derrière tout ça et qui peuvent justement, bah voilà, le raconter, voilà, à leur entourage, à leurs amis. Ça, on a vraiment eu, ça a été vraiment très très bien reçu auprès des différents clients. Auprès du marché entre guillemets, donc des professionnels, des acteurs de la joaillerie, je pense que c'est un peu plus mitigé, c'est-à-dire c'est toujours le sujet du diamant de laboratoire, c'est-à-dire que eh bien les grandes maisons de luxe utilisent des diamants de mine, donc le fait que le diamant de laboratoire arrive, ils voient quand même ça entre guillemets d'un mauvais œil parce que ça remet en cause la filière, ça remet en cause plein de choses, les conditions de prix, la traçabilité, les conditions d'extraction, la définition d'un diamant de conflit, d'un diamant de sang. Il y a eu notamment encore tout un scandale là avec Alrosa, qui est donc un diamantaire russe. Donc voilà, ça les titille et tout. Donc forcément, on n'a pas été entre guillemets très bien perçus. Néanmoins, moi, je suis certaine que le diamant de mine peut totalement coexister avec le diamant de laboratoire. Et ce que je trouve bien avec l'arrivée du diamant de laboratoire, c'est que ça a quelque part contraint justement les maisons de luxe à travailler sur leur filière
pour bien voilà s'assurer que le diamant soit extrait dans des bonnes conditions, faire attention à connaître l'origine du diamant, travailler vraiment sur leur chaîne, sur la filière et ça c'est ce que je trouve vraiment très positif. Mais pour moi les deux diamants peuvent totalement coexister. Moi ce que je propose là, c'est juste une alternative voilà que j'ai trouvé formidable au diamant de mine qui ne permettait pas en fait de répondre aux questions que je pouvais avoir. Et d'ailleurs, ce diamant de synthèse de laboratoire, il est aujourd'hui, en termes de qualité, en tout cas, au même niveau que du diamant de mine. Enfin, en tout cas, à l'œil, on peut pas faire Ah la bah, différence. un diamant de laboratoire, c'est un diamant. C'est comme si tu cultivais une tomate sur ton potager et puis tu en trouves une dans la nature. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu as les mêmes certificats avec les 4C, Color, Carity, euh, Carat Cara. et Cut. Et aujourd'hui, en effet, depuis très peu de temps, mais aujourd'hui, on arrive à faire des diamants de qualité joaillère, donc les plus beaux diamants donc la couleur DEF. Et nous, on travaille que avec les plus beaux diamants chez Weber. Donc c'est impossible avec une loupe grossissante 10 fois, on ne peut pas faire la différence parce que c'est vraiment la même chose. Oui, c'est ça. C'est juste le procédé de création qui est pas le même, mais ce que la nature Exactement, c'est le fait, c'est procédé de l'origine qui est différente et le procédé de création qui est différent parce que le diamant de laboratoire va pousser de façon différente euh, par rapport à un diamant qui aurait été constitué dans la nature. Donc en fait, au niveau voilà, de la croissance, c'est là où justement il va y avoir des différences. Et c'est là où on peut voir la différence avec des machines vraiment spécifiques, très onéreuses. En fonction de la pousse du diamant, on va voir si c'est un diamant qui a été poussé entre guillemets en laboratoire ou dans la nature. ouais. En tout cas, sur une bague, on verra pas la différence. Aucune différence. Hem, pour revenir à ces engagements, donc effectivement, tu disais le public, enfin les clients ont très bien reçu, cette audace de faire autrement et effectivement, ça correspond aujourd'hui à une appétence du marché de cette notion de traçabilité, de transparence, de savoir d'où ça vient et puis de mise en valeur aussi du savoir-faire français. Et en interne, comment est-ce que voilà cette culture que vous avez construite, ces convictions, comment est-ce qu'elles sont perçues en interne? Quel niveau d'engagement ça génère? Comment ça t'a permis ou pas d'attirer des gens pour rejoindre l'aventure? Alors nous, chez Weber, on est environ 10 et j'ai énormément de chance parce que j'ai une équipe vraiment formidable. Vraiment, c'est marrant, je suis même émue en parlant parce que j'ai énormément de chance. Vraiment, en fait, j'ai énormément de jeunes autour de moi, de très jeunes, hein. Ça va de 20 à 30. Ces fameux jeunes qui ne veulent plus travailler, soi-disant. Ça m'amuse parce que c'est tellement l'inverse, en fait. Ça m'horripile, en fait, quand j'entends ça. C'est pas ça du tout. Les jeunes, bien évidemment, qui veulent travailler, mais ils veulent juste que leur travail ait du sens. Ils veulent juste être respectés, en fait, et avoir le sentiment d'apprendre quelque chose et et de faire quelque chose qui a un sens et qui correspond à leurs valeurs. Donc moi, justement, j'ai énormément de chance. Alors, j'ai beaucoup de femmes. Je pense que c'est parce que il y a une appétence particulière pour la joaillerie, hein, certainement. Il y a certainement plus de femmes qui veulent travailler en joaillerie, peut-être que des hommes proportionnellement, hein. Et c'est vrai qu'elles sont toutes hyper engagées. Ce sont toutes des femmes qui voilà sont très engagées, notamment pour l'environnement qui également sont très engagés voilà au niveau justement de l'entrepreneuriat féminin, l'émancipation de la femme et elles sont hyper polyvalentes, hyper flexibles, hyper travailleuses. C'est même moi hein, qui suis obligée de leur dire à la fin de la journée il faut que tu partes quoi. J'ai vraiment énormément de chance. Je sais pas si elles vont écouter le podcast, mais je voudrais vraiment les remercier parce que le succès de Wever aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle aussi, quoi. On a vraiment une équipe qui est formidable et j'ai énormément de chance. Vraiment. Et alors, qu'est-ce que tu as l'impression de mettre en œuvre, toi, peut-être dans ton management, etc., qui permet de maintenir
Bah, cet engagement? il y a vraiment un esprit collaboratif en fait. En fait, chez nous, il y a entre guillemets, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, elle est uniquement pour entre guillemets finalement prendre une décision si à un moment il faut prendre une décision. Et puis moi, j'ai la vision stratégique en fait. Donc, mais 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 en fait, c'est extrêmement collaboratif, c'est-à-dire que ce que va proposer par exemple Alice qui a 23 ans, je vais complètement écouter ce qu'elle va me dire. Et très certainement, ça va être en plus une idée super novatrice, super intelligente que je vais intégrer en fait dans mes plans d'action, dans ma stratégie, etc. Donc en fait, chaque personne a plus que son mot à dire et fait partie intégrante en fait du process de développement de l'entreprise. Donc je pense que ça, pour elles, c'est hyper important. Et puis l'autre point aussi, c'est que je pense qu'elles apprennent beaucoup. Parce qu'en fait, voilà, moi je travaille beaucoup avec elles en direct, Damien aussi travaille beaucoup avec elles en direct. Victoire, voilà, qui est également mon bras droit, voilà, numéro 2 aussi, voilà, de la maison, qui est très expérimentée, qui est très engagée également. Elle travaille aussi complètement en direct avec tous ces jeunes. Donc en fait, elles apprennent aussi beaucoup. On travaille aussi beaucoup par itération. Elles apprennent, elles se développent. Et puis je pense qu'elles s'épanouissent dans le travail. Mmh. Oui, c'est ça, c'est vivre vraiment en interne aussi dans votre management ces fameuses valeurs d'audace, d'innovation et de collaboration. Pour Exactement. qu'elles puissent, développer leur propre savoir-faire. C'est très cohérent. Hem Et du coup, maintenant que vous avez cette équipe, fantastique et cette belle résonance vis-à-vis du marché, quelle est votre ambition, aujourd'hui? Comment tu vois l'avenir de Vever? Alors, l'ambition de Weber, elle est entre guillemets très simple. C'est d'être la première maison de joaillerie historique éco-responsable. Voilà. Moi, je veux vraiment que Weber redevienne le très grand Weber qu'il a pu l'être, donc il y a plus d'un siècle. Mais je veux qu'elle le soit justement en portant des valeurs fortes, euh, telles qu'on en a parlé, des valeurs fortes, que ce soit au niveau de l'humain ou au niveau justement de l'engagement en termes d'éco-responsabilité qu'on peut avoir. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et quelque part, j'ai aussi envie que grâce à cette stratégie et puis toute la communication qu'on va mettre en place, tout le déploiement international qu'on est en train de faire, eh bien que justement ça guide aussi les groupes à voilà à continuer à travailler sur toutes ces thématiques d'éco-responsabilité, de transparence qui sont très importantes et de toutes les manières ça va de pair avec l'évolution du marché puisque aujourd'hui les jeunes veulent consommer de façon de plus en plus responsable. Et Ouais. aujourd'hui, ils veulent savoir d'où viennent leurs matériaux, comment est-ce que ça a été fabriqué, dans quelles conditions, de plus en plus. Donc, de toutes les manières, c'est le futur. Et ce qui fait que je suis très positive aussi sur l'évolution du marché de la joaillerie, puisque à un moment, de toutes les manières, il faut suivre le marché et que la demande va de plus en plus vers justement des bijoux éco-responsables. Mmh. Donc oui, il y a cette notion au-delà du développement de la maison Vever, d'aider aussi, tout le secteur finalement à aller vers plus d'éco-responsabilité. Exactement. Ce qui m'amène, effectivement à cette question plus vaste, plus philosophique de selon toi, quel est aujourd'hui le rôle de l'entreprise, vis-à-vis de la société? Mmh. Vous avez 10 minutes. Belle question. Ouais, voilà, moi voilà, pour moi une entreprise c'est avant tout en fait représentatif des personnes qui la composent. Donc la culture d'entreprise c'est quelque chose qui est très important. Les valeurs inculquées dans l'entreprise c'est quelque chose qui est très important. Donc j'ai envie de dire en fait il faut être congruent dans la vie entre les valeurs et puis la façon justement dont on va les appliquer. Et c'est le cas en fait en entreprise. Donc pour moi en fait, l'entreprise, elle a un rôle qui est très important dans la société. C'est-à-dire qu'on peut complètement concilier profitabilité
avec le respect d'un certain nombre de valeurs, que ce soit des valeurs humaines ou environnementales. Et si toutes les sociétés justement eh bien inculquent ces valeurs-là à l'ensemble des personnes, il faut que ça soit vraiment du top-down, c'est-à-dire du management vers l'ensemble justement des collaborateurs. Eh bien, je pense qu'on vivrait dans une très belle société. Voilà. Effectivement, je partage totalement ton rêve. Et effectivement, cette notion de congruence, hein, elle est vraiment clé. Comme tu dis, il faut que ce soit vraiment incarné et il faut que ça parte du haut. C'est-à-dire que si les dirigeants, eux, ne partagent pas ces valeurs, c'est effectivement très compliqué de mettre des choses en place. Alors justement, quel message tu voudrais passer à des dirigeants, à d'autres dirigeants peut-être qui vont écouter cet épisode et qui peut-être hésitent un peu à vivre pleinement leur culture, leurs convictions, leurs valeurs finalement dans leur travail. Bon, moi, j'ai juste envie de leur dire, en fait, on n'a qu'une seule vie, quoi. Nous, on est des passagers sur cette terre. On est là de façon temporaire. En revanche, derrière nous, il y a toutes ces générations, puis encore les générations qui vont succéder. Donc, je trouve ça hyper important d'incarner vraiment nos valeurs, quoi. Et finalement que toutes ces valeurs, tous ces engagements qu'on peut avoir, eh bien quelque part, ça doit dépasser euh, nos peurs, de temps en temps, on peut agir de façon peut-être un petit peu, égoïste et tout, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il faut totalement incarner nos valeurs, quoi, et ça peut être que positif, quoi. Ça peut être que positif. Après, faut les avoir, hein, faut les incarner. Il y a des personnes qui, quelque part, leur valeur, c'est juste gagner de l'argent. Voilà, moi, personnellement, c'est un peu triste parce que je trouve ça un peu limitatif. C'est-à-dire qu'une fois que t'as l'argent, super, bon, c'est bien d'avoir de l'argent, mais tu te retrouves vite très seul, hein, quoi. Si c'est, tu vois, c'est quoi. Pour moi, c'est pas du tout une fin en soi, hein. Donc voilà. Donc après, ça dépend. Mais des personnes qui ont vraiment des valeurs et qui ont du mal, qui se posent des questions, j'ai envie de dire, si, c'est tellement important, en fait. Et si tout le monde raisonne comme ça, en mettant justement ses valeurs au profit de l'entreprise, dans ses actions, dans ses gestes, franchement, la société irait beaucoup mieux. C'est la théorie de l'individualisme méthodologique. Je me souviens de mes cours de sociologie de Max Weber. C'est la somme des individus. Voilà. Oui, tout à fait. Qui peut faire, ou c'est la théorie aussi du colibri, voilà, chacun fait sa part. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour ce beau message. Donc effectivement, je retiens cette notion de congruence entre ses valeurs et sa vie dans l'entreprise, et de se dire qu'en tant que dirigeant, il est possible de totalement incarner ses valeurs. Je retiens aussi cette notion il n'est jamais trop tard pour entreprendre et écouter cette petite voix qui nous trotte dans la tête, même à 40 ans en tant que femme et maman de jeunes enfants, n'est-ce pas? Et qu'on peut avoir des valeurs qu'on hérite d'une certaine manière quand on reprend un projet, tout en réussissant à y ajouter ses propres valeurs et à essayer de transformer non seulement une entreprise, mais peut-être un secteur entier, celui de la joaillerie. Donc on souhaite longue vie à Vever, encore plusieurs siècles d'existence. On espère que on vivra vous vivrez le même succès que ce que vous avez pu vivre à la belle époque. Et donc, je vous encourage tous à aller visiter ce magnifique showroom qui se trouve rue de la Paix On est au numéro 9 de rue de la Paix, au 7e étage, et on a aussi un espace, de vente. On a un grand espace de vente au printemps, Haussmann. Voilà, premier étage, et puis il y a aussi le site internet vever.com. Et on commence à se développer à l'étranger puisqu'on est en Belgique, à Doha, au Luxembourg, et on est en train de signer d'autres contrats de distribution. Magnifique. On souhaite que comme le ginkgo, Vever soit l'arbre aux 1000 écus, Ouais. comme ça on l'appelait en France. Et merci Camille pour ce partage. Merci à toi. Écoute, c'était un vrai plaisir d'échanger. Merci beaucoup.
Merci Et Hélène. merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à le partager à tous ceux qui pourraient être intéressés et à écouter également d'autres épisodes de ce podcast. Et n'hésitez pas à mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast. On est ravis en tout cas de pouvoir continuer à vous diffuser des belles histoires d'entrepreneurs et de dirigeants engagés qui contribuent à mettre la société et les entreprises en harmonie. Merci encore et à bientôt.